Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21, c'est le débrief du Grand Prix de Styrie. Je suis en compagnie de Louis Matelin. Salut Louis. Salut Clément, salut à tous. Et on va parler de cette course remportée par Max Verstappen devant les deux Mercedes, même si Valtteri Bottas a eu un peu chaud. On va parler aussi un petit peu de Grand Prix de France, puisqu'on n'était pas là pour la débrief du Grand Prix de France. Ça arrive des fois, on prend des petites semaines de pause, c'est comme ça, surtout après un Grand Prix que tout le monde avait vu, donc on n'a pas vraiment besoin de le débriefer. Mais on va quand même parler du Grand Prix de France et du Grand Prix de Styrie ensemble. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le premier triple header de cette saison. L'année dernière, on avait été un peu habitué en saison Covid, mais là, dans une saison un peu plus normale, un triple header, ça fait très très mal. 3 courses de suite, donc une en France et 2 au Red Bull Ring, celle d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine. Et c'est un moment déjà décisif pour le championnat, mon cher Louis, puisqu'on est de retour après les courses urbaines de Monaco et d'Azerbaïdjan sur des circuits traditionnels. Bah oui, Monaco et Bakou, on savait très bien que ça allait être des courses un peu exceptionnelles entre guillemets, dans le sens où ce qui se passe à Bakou ou à Monaco, c'est souvent un peu différent de ce qui se passe sur des circuits plus traditionnels. Comme tu le dis, là on est revenu sur des circuits plus traditionnels, des vrais circuits avec des dégagements, des pistes larges, du bel asphalte. Effectivement, est-ce que c'est déjà un tournant dans la saison ? On peut se poser la question, puisque il semblerait que Red Bull, là, sur des circuits plus normaux, a pris le dessus sur Mercedes avec une très très belle victoire, hein, après une grosse bataille stratégique en France, et de nouveau une victoire autoritaire, là, même sans concurrence de Mercedes. Double victoire de Red Bull sur 2 grands prix de suite, et il y a de fortes chances que ce soit pareil la semaine prochaine. On peut se demander si Red Bull a pris enfin les devants définitivement sur Mercedes. Alors moi j'y crois moyen quand même, parce que Mercedes va tout faire pour revenir. Mercedes reste très forte. Et puis même si Verstappen gagne, hein, on faisait les comptes juste avant en off, même si Verstappen gagne devant Hamilton de nouveau la semaine prochaine, Verstappen aura 25 points d'avance sur Hamilton, ce qui est certes confortable, mais très loin d'être définitif, puisqu'on se souvient que à la même époque de la saison en 2017, c'est Vettel qui avait 25 points d'avance sur Hamilton, et Hamilton avait quand même été champion du monde. Absolument. Et pour revenir sur cet ensemble de 3 courses, c'est, tu l'avais dit, en Azerbaïdjan et à Monaco, on était sur des circuits où Mercedes avait sous-performé, mais on se disait, bon, c'est des circuits urbains, c'est un environnement un peu spécial, ça peut arriver, Ferrari avait fait des pôles, on était dans un contexte un peu particulier. Là, on était sur, que ce soit en France ou là, ce qu'on vient de vivre en Autriche, pour le Grand Prix de Styrie, sur des circuits où Mercedes paraissait retrouver son niveau pour gagner des courses, voire légèrement dominé en France au départ. Et pourtant, ils perdent ces 2 courses-là. Alors là, ils mettent les 2 voitures sur le podium, contrairement à la semaine dernière où ils s'étaient pris une petite leçon tactique par nos amis de chez Red Bull. Mais quand même, sur 2 Grands Prix où ils ont l'air bien mieux, sur 2 Grands Prix où ils avaient la perf pure, en témoigne ce qu'a fait Bottas en qualification qui était excellent. Et quand même, tu te retrouves avec une victoire de Max Verstappen, tu l'as dit, et possiblement la semaine prochaine, puisqu'on sera sur le même circuit, un gap étendu à 25 points. Alors c'est pas définitif, tu l'as dit, il y a de grandes chances que Mercedes revienne en termes de performance dans la saison, mais je trouve que psychologiquement là aujourd'hui on est sur une course qui est un tournant, parce que pour la première fois de la saison, la victoire de Red Bull s'est destinée à la performance pure et sans aucun événement ni stratégie extérieure. Et jusqu'à présent, c'était pas le cas. Les victoires Red Bull, c'était soit la course dingue en Azerbaïdjan, soit c'était des courses avec parfois, comme la semaine dernière en France, un coup de poker tactique qui a extrêmement bien marché. Là, c'était, tu l'as dit, Max Verstappen sans quasiment aucune concurrence. Oui, Mercedes était vraiment décroché. Alors je m'en fais pas trop, parce que finalement le Red Bull Ring, c'est toujours un circuit où Red Bull historiquement performe bien. Donc je pense que c'était aussi attendu cette semaine que Red Bull performe bien. C'était moins attendu au Paul Ricard. Pour tout dire, j'avais même misé 10 euros sur une pole et une victoire d'Hamilton, tellement j'étais sûr que Mercedes allait reprendre la main sur ce championnat, et ça n'a pas été le cas. Et finalement, tant mieux pour le spectacle, et tant mieux pour le suspense qui, je l'espère, va se poursuivre encore très longtemps cette saison. Effectivement, et surtout qu'on va avoir, alors on se projette très légèrement, mais faisons-le maintenant, on va avoir le retour à peut-être une structure de pneus différente qui peut tout changer de la part de Pirelli. On va retourner aussi sur les circuits où traditionnellement Mercedes est très fort, comme à Silverstone, comme à Spa, où ces dernières années aussi à Monza, ils ont extrêmement performé.
à Sochi, qui est leur terre très clairement depuis le début de l'ère hybride et depuis l'arrivée de Sochi au championnat. Donc tu l'as dit, c'est pas fait. Moi, je ziote juste quand même du coin de l'œil cet impact psychologique que peut avoir cette course et que peut avoir ces doubles courses au Red Bull Ring, parce que si Mercedes n'arrive même pas à lutter pour la victoire et que Hamilton en revienne à la pluie, à demander la pluie pour gagner, ça peut peut-être leur mettre un coup pour la suite de la saison. Oui, il avait un petit peu abattu quand même Hamilton en Oui. descendant de la voiture en disant Et qu'il avait de toute manière rien pu faire et que sa course avait été un peu solitaire. Et c'est bien la première fois, parce que même quand il perdait la semaine dernière, il était très genre en disant ils ont été meilleurs que nous sur ce coup-là, mais on va revenir, il n'y a pas de souci. Ou quand il avait fait son erreur en Azerbaïdjan, il a dit c'est mon erreur, c'est ma faute, mais on va revenir. Là, c'est la première fois qu'il change un peu de discours, ça sera à surveiller. Allons un peu plus loin dans le peloton, pas très loin non plus, puisque sur la grille, il y avait juste derrière les cadors Leclerc et Gasly. Leclerc et Gasly qui se sont accrochés au premier virage. Un Leclerc qui a pu continuer sa course, qui a même eu le driver of the day, qui n'a eu aucune pénalité lors de cette course. Comme ça paraissait un peu étrange. Est-ce que c'était mérité pour Charles Leclerc de ne rien recevoir après cet accident avec Pierre Gasly, mon cher? L'incident est petit. À la base, il y a pas un gros contact. Et c'est vrai qu'il y a des grosses conséquences, puisque non seulement Pierre Gasly voit sa course se terminer, mais aussi, et c'est plus anecdotique, mais quand même, Latifi voit sa course bien ruinée aussi par cet accrochage. C'est compliqué de mettre des pénalités là-dessus, effectivement, mais il fait aucun doute. Et d'ailleurs, on le voit avec les images que tu as postées sur le Twitter de Multi21. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitter. C'est assez flagrant sur ces images-là. C'est vrai que c'est quand même, et on le revoit même sur les images de la réalisation, la faute, elle est quasiment entièrement pour Leclerc. Pour moi, à minima, il méritait pas le driver of the day. De toute manière, quand on ruine la course de deux autres pilotes, c'est compliqué d'être élu pilote du jour. Enfin bon, bref, c'est une voiture rouge. On sait qu'il y a quand même une grosse fanbase et comme d'habitude, on a bien voté pour les voitures rouges. Donc c'est pas très étonnant finalement, mais oui, voilà. Et Leclerc qui comme d'habitude, au premier tour, essaie d'en faire un peu trop. On l'avait vu l'année dernière, il recommence cette année. On pensait que c'était derrière lui et puis finalement non. En tout cas, c'est clair que Pierre Gasly, lui, n'a pas voté pour Leclerc comme driver of the day. Et alors, pour revenir un peu très légèrement sur cet accident quand même, du coup, au moment où les deux pilotes rejoignent la piste, ils sont trois à peu près au même niveau, c'est Alonso, Gasly, Leclerc, et les roues avant de Leclerc et Alonso sont au niveau des roues arrière de Gasly, mais chacun a sa partie de piste et chacun a plus d'une largeur, parce qu'on sait plus d'une largeur de voiture. Le Red Bull Ring est un circuit très, très large, donc il y a quasiment moyen de passer à 4 de front, donc là à 3 ça passait parfaitement. Et sur le ralenti, on le voit très bien d'ailleurs de l'onboard de Lance Stroll. Si vous avez moyen de regarder l'onboard de Lance Stroll, et peut-être que d'ici à ce que le podcast sortira, la F1 aura déjà publié les onboards du Grand Prix et on le verra sur l'onboard de Lance Stroll, mais Alonso garde sa trajectoire côté intérieur, Gasly garde sa trajectoire plein centre, et Leclerc, alors qu'il a la trajectoire extérieure qui en plus potentiellement peut l'aider pour le virage suivant, pour le virage 3, se rabat vers le centre. Malheureusement, au moment où il se rabat, c'est le pneu de Pierre Gasly qui est au niveau de son aileron avant. Alors c'est une question de mauvais timing aussi, hein. C'est absolument pas volontaire de sa part, mais ça ruine la course de Pierre Gasly qui est obligé d'abandonner, ça ruine la course par extension de Nicolas Latifi. Finalement, Leclerc s'en sort très très bien sur sa course, mais après ça c'est uniquement son pilotage et on peut pas lui en vouloir d'avoir fait 7ème. Il a fait une excellente course après, mais pour le coup moi je pense que ça aurait pu valoir lors de son arrêt au stand qui était juste après, un petit stop and go qui aurait fait qu'en fin de course peut-être qu'il aurait été un peu plus loin de la 7ème place et peut-être qu'il aurait dû batailler dans le groupe qu'on a vu avec Stroll, Alonso, Tsunoda pour des places un peu inférieures. C'est juste le seul problème. Après, pour le driver of the day, tu l'as dit, c'est la communauté F1 qui vote, et un pilote Ferrari a beaucoup plus de fans qu'un pilote Alfa Romeo ou un pilote Haas, par exemple. Donc c'est... Oui, de toute manière, on savait que le driver of the day n'a pas grande valeur, de toute manière. C'est pour ça que ça n'apporte pas de points au pilote. Effectivement. Le troisième point qu'on voulait aborder, c'est George Russell. George Russell qui avait fait une qualification magnifique, mon cher. George Russell qui avait fait un début de course extraordinaire. Il était 8ème à un moment durant la course. Il chassait Fernando Alonso. Il revenait même sur Fernando Alonso. George Russell qualifié 11ème et qui était parti 10ème du coup avec la pénalité de 3 places de Yuki Tsunoda. Et puis, tout s'est arrêté sur un problème de power unit. On en parlait à la rédaction et Paul nous disait qu'il était dégoûté pour Russell et qu'il se demandait s'il allait réussir à marquer un point à Williams au rythme où ça allait. Est-ce que tu penses que dans cette Williams, George Russell n'est pas un peu maudit ?
Ah là, il y a vraiment un chat noir qui doit se balader dans le box Williams ces temps-ci, enfin ces dernières saisons. D'ailleurs, un chat noir qui l'a suivi jusque dans le box Mercedes à Bahreïn l'année dernière. Il est vrai. Bon, je ne crois pas trop à toutes ces superstitions, etc. Mais on sait qu'en Formule 1, souvent, on est quand même bien superstitieux aussi. Et ça risque de peser beaucoup sur le moral de George Russell. C'est dommage parce que c'est pas la première fois qu'il aurait pu marquer des gros points. Pour Williams, alors il y a eu son erreur en Émilie-Romagne l'année dernière, il y a eu ce Grand Prix un peu bizarre à Bahreïn avec la Mercedes, il y a eu cet accrochage avec Bottas de nouveau en Émilie-Romagne, il y a eu voilà cet abandon sur des problèmes mécaniques cette fois-ci, enfin en tout cas voilà des soucis du côté de Williams. C'est vrai que ça s'accumule beaucoup pour Russell qui a du mal à concrétiser toutes les bonnes choses qu'on voit de lui. Voilà, donc on verra bien ce qui va se passer pour la suite. Le risque ici, c'est pas d'avoir une malédiction ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que on commence à perdre un peu le moral du côté de Russell. En même temps, j'y crois moyen non plus parce que Russell, il est solide aussi et il va revenir, il va continuer à se battre. Il sait qu'il a le potentiel pour aller faire des beaux résultats avec cette Williams et il va continuer à se battre. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi parce que juste pour pour la petite anecdote, mais que s'il avait terminé huitième, hein, il était huitième sur le premier run. S'il avait terminé huitième, Williams passait à la fois As, mais aussi Alfa Romeo. Donc ça aurait été une grosse opération au classement constructeur pour Williams. Mais voilà, il y aura une autre occasion déjà la semaine prochaine, et puis il y en aura d'autres à venir dans les semaines à venir et dans les mois à venir, c'est sûr. Et pour compléter ce que tu dis, moi, le doute pour la suite que j'ai, c'est pas du tout pour Russell qui est un pilote qui sait se remettre à chaque fois dans le bain et qui, nul doute, performera avec Williams ou avec Mercedes plus tard. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est plus pour Williams, j'ai peur qu'il y ait un petit doute qui s'installe au fur et à mesure de la saison quand Russell sera en position de se battre pour les points, parce que Latifi, ça paraît quand même compliqué qu'il se batte pour les points, à moins d'une course chaotique. Mais quand Russell se battra pour les points, tu sais, j'ai peur qu'il fasse une mauvaise stratégie, qu'il pite un tour trop tôt, qu'il panique un petit peu et que ça ôte à George Russell une occasion en plus de marquer des points parce qu'il y aura eu ces Ah oui. antécédents-là, notamment Imola l'an dernier où il se sort tout seul, notamment l'Émilie-Romagne cette année, tu l'as dit là, aujourd'hui où c'est un problème de fiabilité qui n'a rien à voir avec ça. Mais bon, j'ai peur que du côté de Williams, il y a un petit doute qui s'installe sur la capacité à marquer un point. Parce que ça fait un moment quand même qu'ils n'ont pas marqué de points. Bah oui, c'est possible. C'est vrai que tous ces incidents qui se sont accumulés, ça risque de peser lourd dans la tête de Russell, de ses ingénieurs et des mécaniciens lorsque ils se seront en position de marquer des points pour la prochaine fois. Oui, ça c'est clair. Maintenant qu'on a parlé de la tête de peloton, de nos amis de milieu de grille, du fond de la grille, il est temps de passer au flop d'or. Et alors là, on hésitait entre deux bonhommes, on va être honnête. On hésitait entre Leclerc et Ocon. Alors Leclerc, on a parlé pourquoi. Je te laisse nous expliquer pourquoi Ocon finalement. Ben oui, finalement, moi je serais pour voter Ocon parce que Leclerc, on a déjà bien tapé dessus. Puis mine de rien, il a quand même fait une belle course après Oui, son voilà. crash. Il faut le Mais dire. Ocon était, là, il était complètement en dehors du rythme. Il était très loin de son équipier Alonso qui commence à prendre le dessus sur lui. Et puis surtout, il était en lutte pour la 15e place. On l'a vu faire des défenses, mais plus que limite, notamment sur Giovinazzi pour la 14e ou la 15e place. C'était complètement ridicule de se battre de manière aussi dangereuse pour aussi peu d'enjeux aussitôt dans la course. Enfin bref, du pur Ocon, pas dans le rythme, n'importe quoi en piste. Merci, bonsoir. Ouais, je ne peux caler dans ton sens. Vraiment des manœuvres, du surpilotage en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment du surpilotage de la part d'Esteban Ocon qui essayait de compenser le fait qu'il n'avait pas de rythme. Et comme il surcompensait, ses trajectoires étaient moins bonnes, donc il perdait encore plus de temps. Donc forcément, il se retrouvait encore plus loin parmi les voitures de fond de grille. Et du coup, il surcompensait encore plus. Enfin, c'était un cercle vicieux complet. Et là-dessus, tu l'as dit, il y a eu des manœuvres assez limites, notamment sur Giovinazzi, alors que à ce point-là de la course, quand tu te bats pour une 15e place, c'est peut-être pas le bon moment, surtout qu'à ce moment-là, on pensait encore qu'il pouvait y avoir de la pluie, donc que toutes les cartes pouvaient être rabattues, tu pouvais aussi te concentrer dans ta course, comme l'a par exemple excellemment fait un Lando Norris en début de course, qui a vu Perez et Bottas survenir dessus et qui a complètement laissé passer en disant chacun fait sa course et moi je fais la mienne. C'est pas forcément bien pour le spectacle, mais d'un point de vue pilote, c'est sans doute mieux. Ocon n'a pas fait ça, Ocon est resté têtu. Et là, ouais, là, le fait qu'il y ait un gap en course, encore, ça peut parfois s'expliquer par des problèmes de pression de pneus, par des problèmes de pilote sur une course. Enfin, ça peut s'expliquer par plein de trucs, mais le problème, ça a été en qualification aussi, hein, il faut le dire. Il n'a pas passé la Q1 et c'est quand même assez problématique quand ton coéquipier il part en Q3.
Voilà, donc Esteban Ocon en début de saison, est-ce que c'était bon Esteban Ocon en début de saison? Oui. C'était pas Alonso qui était mauvais, c'était Esteban Ocon qui était bon. Là, Alonso se met dans le rythme, hein, parce que quand même il était pas en F1 pendant 2 ans, donc il y avait pas mal de choses à remettre en ordre. Mais surtout, du côté d'Ocon, on a l'impression que depuis qu'il a signé son contrat, il stagne un petit peu. Est-ce que c'est psychologique? Je sais pas, mais sur cette course, ouais, il mérite complètement le flop d'or. Mais oui, non, mais ça ira beaucoup mieux quand Ocon intégrera l'idée qu'il est moins bon qu'Alonso et qu'il ne doit juste être son numéro 2. Ça ira beaucoup mieux après ça. Quelle provocation, mais c'est pas possible. Juste pour finir là-dessus, pour l'instant, au rythme de qualif, depuis le début de la saison, Ocon et Alonso, c'est à peu près la même chose. Ils sont 10e à égalité à 101,6% de la pole. Donc ils sont vraiment dans la même zone pour l'instant. Mais la tendance s'est inversée sur ces dernières semaines où avant Ocon était devant. Donc on refera un point, je pense, après le Hungaroring au moment de la mi-saison. Et on verra à ce moment-là si Ocon est toujours dans le même rythme qu'Alonso sur un tour qualif ou si déjà il perd de la vitesse là-dessus. Enfin, on verra. On verra, effectivement. Donc petit flop d'or pour Esteban Ocon qu'on aime quand même beaucoup, mais bon là voilà, ça fait 2 courses de suite où c'est quand même pas brillant, donc on était obligé de lui mettre un petit coup de vis, comme on dit, un petit coup de collier. Mon cher Louis, je te remercie pour ce podcast. Je remercie tout le monde, bien évidemment, de nous suivre. Vous êtes à chaque fois plus nombreux. Beaucoup d'interactions sur Twitter, ça c'est super cool. On échange beaucoup. On a beaucoup échangé ce week-end sur le sujet de Toto Wolff et de Christian Horner, qui sont des gens qui nous passionnent. C'est un peu amour, gloire et beauté version F1 avec Mattia Binotto qui est la troisième partie. Et puis, mon cher Louis, on se donne rendez-vous très bientôt, puisqu'on est quand même sur un triple header, donc on recourt oui, la dès le semaine week-end prochaine. prochain. Et oui, tout à fait. Allez, salut tout le monde, salut. Salut à tous.